Aujourd'hui, nous allons en un lieu reculé, peu peuplé, au climat hostile, situé aux marges de nos planisphères. Ce lieu géographique a déjà tenu un rôle capital dans l'histoire de notre humanité et il pourrait bien à nouveau avoir un rôle central et vous allez comprendre pourquoi. Voilà le monde tel que nous le voyons le plus souvent sur les cartes, avec l'Europe au centre, ici les frontières de l'Union européenne, et sur une telle représentation, la Russie et les États-Unis sont géographiquement à l'opposé l'un de l'autre. Alors qu'en réalité, si on change de point de vue cartographique, on constate qu'ils sont en fait très proches, séparés seulement par le détroit de Bering, dont la largeur minimale est d'environ 85 km. Le détroit de Bering est le point de rencontre entre l'Eurasie et le continent américain, l'Alaska américaine et la Sibérie Est, l'océan Pacifique et l'océan Arctique, puisque le détroit de Bering se trouve juste sous le cercle polaire, et c'est là également que passe la ligne de changement de date. Alors allons voir d'un peu plus près. Le détroit de Bering relie la mer des Tchouktches et la mer de Bering. Et dans le détroit se trouvent deux petites îles, la petite Diomède qui est américaine et la grande Diomède qui est russe. Dans l'espace, ces deux îles sont éloignées de 3 km, mais dans le temps, les deux îles sont constamment séparées par 24 heures, parce que la ligne de changement de date passe entre les deux. Le détroit est peu profond, ce qui explique qu'il n'y ait pas toujours eu de mer à cet endroit. Donc faisons un petit peu de préhistoire. Voici la zone du détroit de Bering, environ 19 000 ans avant notre ère. Le niveau de la mer était alors 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, offrant ainsi un passage terrestre entre les continents américains et l'Eurasie. De nombreux archéologues ou généticiens estiment que des peuples vivant dans la région, qu'on appelle aujourd'hui la Sibérie, ont emprunté ce passage terrestre et ont ainsi progressivement colonisé le continent américain par l'Alaska. Ils sont arrivés à cette conclusion en repérant des similitudes génétiques entre les populations de Sibérie et d'Alaska, ainsi qu'entre les outils qu'elles utilisaient. Et même si cette hypothèse ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique, elle est largement acceptée et fait ainsi du détroit de Bering un des carrefours de l'humanité. Puis ce pont terrestre a disparu entre 9000 et 8000 ans avant notre ère du fait du réchauffement du climat et de la montée des eaux. Depuis, les populations ont continué à passer d'un continent à l'autre en bateau ou même à pied en se déplaçant sur la banquise. Et c'était toujours le cas lorsque les premières expéditions européennes ont atteint le détroit. La plus connue est celle de Vitus Bering. Bering est un explorateur danois du XVIIIe siècle, envoyé par le tsar de Russie, Pierre le Grand, pour cartographier la région et vérifier si les continents asiatiques et américains étaient ou non au contact. Lors d'une première expédition maritime qui débute en 1728, il franchit le détroit qui prendra son nom, apportant ainsi une première réponse à la question de Pierre le Grand. Lors d'une deuxième expédition qui quitte la Russie en 1741, il découvre les côtes du continent américain, ce qui marque le début du peuplement de la région par les Russes. Car l'expédition de Bering rapporte des peaux de loutre, ce qui suscite l'intérêt des marchands russes, qui se lancent alors eux-mêmes dans de nouvelles expéditions pour ramener de la fourrure en Russie. Quelques centaines de Russes s'installent alors au nord du continent américain, principalement dans les colonies que vous voyez là sur la carte. Et avec la poursuite de la colonisation russe, tout le territoire de l'actuel État de l'Alaska donc est intégré à l'Empire russe, comme vous le voyez sur cette carte de 1860. On parle alors d'Amérique russe, même si les Russes présents sur le territoire sont en fait assez peu nombreux. Et puis le pouvoir tsariste se désintéresse peu à peu de l'Alaska. Car d'une part, il est de plus en plus difficile de ramener de la fourrure, les populations de loutres ayant été décimées, les conditions climatiques compliquent le processus de colonisation, les relations avec les populations locales sont difficiles, voire parfois violentes, et enfin la Russie, en 1856, perd la guerre de Crimée, notamment contre le Royaume-Uni. Alors elle redoute la présence britannique au Canada. C'est pourquoi la Russie vend aux États-Unis en 1867 ses possessions d'Amérique
pour une somme dérisoire. Vous voyez là le chèque établi en paiement de l'Alaska. Et depuis cette date, le détroit de Bering est une frontière entre deux États, pour ne pas dire entre deux mondes. Cette frontière, évidemment, est très surveillée pendant la guerre froide, d'autant plus que le détroit de Bering est l'un des rares lieux du globe où le camp capitaliste et le camp communiste se font directement face. On peut d'ailleurs s'amuser à imaginer les conséquences stratégiques pour les États-Unis si l'Alaska avait toujours été russe du temps de la guerre froide. À l'image du rideau de fer en Europe, le détroit de Bering a donc pris le nom de rideau de glace. En mars 1948, l'URSS décide de fermer la frontière. Il devient donc impossible de traverser le détroit, y compris pour les populations autochtones qui vivent de part et d'autre du détroit. Je pense aux Esquimaux Yupik, présents à la fois du côté soviétique et du côté américain. En 1990, la fin de la guerre froide permet aux deux États de délimiter leurs frontières maritimes sur plus de 1600 milles nautiques, comprenant notamment le détroit de Bering. Mais cette frontière entre deux États n'est guère pertinente pour les peuples. Cette carte montre bien que la répartition des populations indigènes, en fonction des groupes linguistiques, ne correspond en rien aux frontières des États. Ces populations se sont d'ailleurs regroupées depuis en associations, de fait, transnationales, pour défendre leurs intérêts auprès des États. Voilà donc un petit peu de l'histoire ancienne, de l'histoire récente, mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer radicalement. Car de périphérique, la région du détroit de Bering pourrait bien devenir centrale. Pour comprendre, allons voir maintenant du côté de l'Arctique. Voici l'étendue de la banquise en été 1980, puis la banquise en été 2012. Cette fonte de la banquise due au réchauffement climatique laisse progressivement la possibilité aux bateaux de naviguer à l'intérieur du cercle polaire, créant à terme deux nouvelles routes maritimes. Le passage du nord-est au large de la Sibérie et le passage du nord-ouest au large du Canada, qui passent toutes deux par le détroit de Bering. Et avec la fonte de cette banquise, ces routes pourraient bien être empruntées par de nombreux navires commerciaux et de tourisme. D'autant plus qu'elles viennent réduire les distances par rapport aux routes traditionnelles, comme entre Londres et Yokohama. Le trajet par le canal de Suez et le détroit de Malacca fait près de 21 000 km, et on passe à 14 000 km pour le passage du nord-est. Ou bien comme entre New York et Shanghai, le trajet par le canal de Panama fait 21 000 km contre 17 000 km par le passage du nord-ouest. Et puis ces routes permettraient aussi aux navires d'accéder aux ressources de l'Arctique. Vous voyez sur cette carte les zones où la probabilité de trouver du gaz et du pétrole est de plus de 50%. On est d'ailleurs depuis plusieurs années en phase d'exploration dans cette région, mais il est difficile d'estimer avec certitude les réserves, tant les chiffres que l'on trouve sont contradictoires, voire fantaisistes. Mais de toute façon, le trafic dans le détroit de Bering est déjà en expansion. En 2008, 220 navires ont franchi le détroit dans le sens nord-sud et dans le sens est-ouest. En 2012, ce chiffre est passé à 480. Bering redevient donc une voie de passage et donc l'histoire du futur ne s'arrête pas là. Car la Russie envisagerait la construction d'un tunnel reliant la ville d'Wellen en Tchoukotka au cap Prince de Galles en Alaska, passant sous le détroit de Bering. Le tunnel ferait plus de 100 km de long, soit à peu près le double du tunnel sous la Manche. Et de nouvelles lignes de chemin de fer seraient créées pour raccorder les sorties du tunnel au réseau ferroviaire russe et américain. Selon Interbering, l'entreprise qui soutient le projet, la construction du tunnel coûterait 35 milliards de dollars et le raccordement au réseau ferroviaire russe et américain environ 250 milliards de dollars. Ce chantier durerait une quinzaine d'années et aurait reçu en 2011 l'aval du gouvernement russe. Le tunnel serait accompagné d'un oléoduc et d'un gazoduc pour exporter les ressources de la région. Mais évidemment, avec de tels montants d'investissement, le projet semble, sinon irréel, du moins très lointain. Mais il y a plus fort encore. La Chine serait elle aussi intéressée par la construction d'un tunnel sous le détroit de Bering. Il pourrait être connecté à une ligne ferroviaire de 13 000 km de long, reliant ainsi la Chine et les États-Unis.
Cette information diffusée en 2014 par un média officiel chinois ne rend pas le projet réalisable pour autant, mais au moins, on le voit avec la carte, la géographie physique le permettrait. Voilà, j'ai pensé qu'il était intéressant d'attirer votre attention sur cette région du détroit de Bering, qui n'a jamais été beaucoup fréquentée dans l'histoire, mais qui pourtant aujourd'hui pourrait attirer les investisseurs, les infrastructures portuaires, les marines militaires, les marines marchandes, car les enjeux se superposent, enjeux économiques, enjeux environnementaux, enjeux commerciaux, et donc beaucoup de transit à prévoir, nord-sud, mais aussi est-ouest, comme il y a plusieurs milliers d'années. Alors, pour approfondir les enjeux de cette région que je viens d'évoquer, vous pouvez lire Géopolitique de l'Arctique de Thierry Garcin aux éditions Economica en 2013, et puis le grand récit classique de Roald Amundsen, De l'Atlantique au Pacifique par les glaces de l'Arctique, republié aux éditions de Kopman en 2012. C'est le récit du grand explorateur norvégien qui a franchi ce passage au XIXe siècle.